Ensuite, d'abord passer la parole à Michel Meunier, puis ce sera Maude Olivier qui vont ouvrir ces échanges. Et donc, à vous, chers collègues. Merci, Madame. Et rapporteurs à l'époque. Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Donc, je me propose de vous faire un point de contexte et de la genèse de cette proposition de loi qui visait donc à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Vous m'entendez bien? Là-bas, c'est bon? Oui. Alors, le temps pour l'adoption de la loi au Parlement entre octobre 2013 et avril 2016 a été extrêmement long, rythmé par 4 lectures à l'Assemblée nationale et 3 au Sénat. C'est un parcours que les procédures accélérées nous ont fait oublier maintenant, puisque ce n'est vraiment plus le cas pour les parlementaires. Cet examen a été ponctué par des soubresauts, à l'image des débats en vigueur dans la société, centrés essentiellement sur la question de la pénalisation de l'acte d'achat sexuel par les clients, du délit de racolage passif et de l'admission au séjour des victimes de la prostitution. Les principales autres dispositions ont fait rapidement consensus. Maude Olivier, tout à l'heure, développera mon propos sur le contenu précis de la loi. Ces soubresauts s'expliquent par un contexte mouvant en France depuis plusieurs décennies entre 2 approches de la question de la prostitution. Après une approche réglementariste, la France assume une position abolitionniste depuis les années 60. Tout d'abord, au diapason des Nations Unies, la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Dans son préambule, on peut lire, je cite, « La prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de prostitution, sont incompatibles avec la dignité humaine et la valeur de la personne humaine. » La France ratifie la Convention de 1949 en 1960. Elle aggrave à l'encontre des gérants de réseaux de prostitution. C'est ainsi qu'ils sont appelés. Et fait rare, dans un pays ratificateur, la France crée une structure, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, l'OCRET, qui centralise les investigations. La Convention des Nations Unies de 1949 est le fruit de 80 années de lutte féministe abolitionniste. Ces luttes ont pourtant ouvert la voie à des détournements de la conception de la prostitution au nom de la libération sexuelle, que certains ont pu revendiquer comme une libération de la femme, donnant plus tard naissance au concept d'autodétermination. La notion de violence infligée au corps des femmes par l'exploitation de leur corps passe à l'arrière-plan à cette époque. Au milieu des années 80, l'épidémie du sida est prise pour motif pour la réouverture des maisons closes par Michel Barzac aux fins de contrôle sanitaire, une proposition qui sera rapidement écartée. En 1994, à l'occasion de la saisine du Conseil constitutionnel sur les 3 lois de bioéthique, la décision de conformité rappelle, je cite, « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. » Fermez les guillemets, donc décliné au préambule de la Constitution. Dans le même temps, la pénalisation du racolage passif est supprimée, comme l'est aussi supprimée la cohabitation avec une personne prostituée. Mais la France peine à protéger réellement les personnes en situation de prostitution. En 2001, mission sur la prévention, l'accompagnement et la réinsertion des personnes prostituées est confiée à Dina Derrick, que nous connaissons bien ici, sénatrice du Nord. Cette mission avait été précédée par des travaux de la délégation femmes du Sénat qu'elle présidait. Au début des années 2000, un tournant caractérisait le profil des femmes prostituées, dont l'effectif global stable masquait en fait l'augmentation des femmes de nationalité d'Europe de l'Est, du Maghreb, d'Afrique noire, ainsi que la prostitution asiatique. La multiplication et la diversification des réseaux apparaissaient donc dans les années 2000 et déjà Internet faisait office de centrale d'achat et de vente. La prévention et la réinsertion étaient déjà pointées comme des points faibles de la réponse publique dans notre pays. Les travaux de la délégation femmes du Sénat se concluaient provisoirement par 2 interrogations cruciales
que je vous rapporte, 2 problèmes méritent une réflexion approfondie. Celui du client d'abord. Faut-il le responsabiliser par l'éducation ou la pénalisation? Il ne saurait en tout cas être plus longtemps ignoré. Et deuxième problème, celui de la protection des victimes de la traite ensuite. Faut-il leur accorder des titres de séjour provisoires? Faut-il le faire sans condition, à titre humanitaire, ou doit-on le faire en échange d'une collaboration avec les services de police pour démanteler les réseaux? Notre position abolitionniste nous commande en tout état de cause, de prendre des mesures en faveur de ces victimes, et les textes internationaux nous le recommandent désormais. Donc voilà, c'était la fin de rapport de la délégation femmes du Sénat à l'époque, dans les années 2000. Ensuite, les années Sarkozy. Donc, c'est un durcissement de la réponse pénale à l'encontre des femmes prostituées. Sous l'influence des thèmes politiques liés à l'insécurité, à l'immigration, changement de la perception habituelle du plus vieux métier du monde. 2003, entre guillemets, bien sûr, c'est une plus vieille violence pour nous. En 2003, nouvelle incrimination, le délit de racolage passif. La définition, rappelée rapidement, le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération. Puni de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Auparavant, seul le racolage actif était sanctionné d'une contravention. L'objectif affiché, en mettant la pression sur les personnes prostituées, était de les conduire à livrer des renseignements sur les proxénètes. Une faible application de ce délit de racolage passif, dont les effets sont seulement de déplacer les lieux de prostitution à l'égard des zones habituelles, dans la plus grande satisfaction des riverains. Constat d'une exposition de personnes prostituées à des violences, c'est le rapport de 2012 de Médecins du Monde sur les femmes chinoises qui se prostituent à Paris. Et donc là, on parle de violences physiques, viols subis et rajeunissement des personnes prostituées, donc sont entendus les mineurs. Toutes les incriminations de ce délit de racolage passif sont désormais celles qui pèsent sur la loi de 2016. À l'aube de la présidentielle de 2012, des initiatives en faveur du renforcement de la législation pour lutter contre le système prostitutionnel fleurissent. La mise en lumière par le rapport parlementaire des députés Daniel Bousquet et Guy Geoffroy en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la prostitution en avril 2011. Le rapport pointe durement les effets contradictoires de la répression du racolage, son application restrictive et impressionniste. Il détaille le dispositif de répression du proxénétisme jugé complet, mais critique l'usage variable de sa pénalisation selon les juridictions. Il établit surtout que les droits ouverts aux victimes ne sont pas mis en œuvre et propose de changer l'approche. Il recommande de coupler la pénalisation du client d'actes sexuels dans une logique d'abandon du système patriarcal qui présuppose l'autodétermination de la personne prostituée, son utilité sociale, à une meilleure éducation et prévention du recours à la prostitution considérée comme une violence. Et enfin, il soutient en outre l'accompagnement intégral des personnes prostituées par des droits, des revenus et des logements garantis. Une proposition de loi sera déposée en décembre 2011, non inscrite, et une résolution adoptée à l'unanimité le 6 décembre 2011 à l'Assemblée nationale. Cette résolution réaffirme la position abolitionniste de la France, qui implique également la protection des personnes prostituées, notamment par la répression de l'exploitation sexuelle d'autrui et du proxénétisme, la prévention de l'entrée dans la prostitution et l'aide à la réinsertion des personnes prostituées. En parallèle, au Sénat, la proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage public d'Esther Benbassa, déposée au Sénat le 2 octobre 2012, est adoptée le 28 mars 2013. Proposition soutenue par le mouvement associatif, notamment la CNCDH. Son article unique abroge les dispositions de 2003 au motif de leur inefficacité contre les réseaux, de l'accroissement de la vulnérabilité des personnes prostituées et du maintien de l'arsenal de lutte contre la traite. Quelques semaines plus tôt, la Commission des affaires sociales du Sénat avait confié une mission sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, confiée à Jean-Pierre Godefroy et Chantal Joanneau.
Le besoin d'un changement de cap législatif est soutenu dans la société tout entière. En juillet 2013, 200 organisations signent l'appel de Bruxelles qui demande aux États membres la fin des politiques répressives et l'accompagnement vers des programmes de sortie de la prostitution, tirant les leçons de 10 ans d'expérience abolitionniste en Suède et réglementariste aux Pays-Bas. En septembre 2013, 8 syndicats et associations de jeunesse appellent à améliorer la prévention par l'éducation sexuelle. En octobre 2013, 111 associations locales et nationales luttant contre les violences faites aux femmes appellent le président de la République à agir contre l'impunité de l'achat d'actes sexuels. Novembre 2013, des magistrats autour d'Yves Charpenel appellent à agir avec plus d'efficacité. La proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel est déposée le 10 octobre 2013 par Bruno Leroux, Maud Olivier, Catherine Coutel et leurs collègues socialistes à l'Assemblée nationale. Chantal Joanneau et Jean-Pierre Godefroy remettent leur rapport qui pointe l'état de santé globalement préoccupant des personnes prostituées et leur accès aux droits difficiles dans les faits. Ils proposent la mise en œuvre d'un accompagnement social global pour des alternatives, ainsi qu'une politique de réinsertion personnalisée, indépendante de la coopération ou non de la victime de prostitution au démantèlement du trafic. Les questions de racolage et de la pénalisation des clients sont volontairement écartées du champ de cette mission. Tout au long de l'examen de la proposition de loi, un quasi-consensus sur la volonté de mieux accompagner vers la sortie de la prostitution, sur le renforcement du pilier éducatif. Si ces dispositions restent en navette parlementaire, car adoptées en termes différents, les objectifs restent communs entre les deux chambres, la lutte contre les réseaux, l'accompagnement vers la sortie et la meilleure information des jeunes. Le clivage est marqué sur l'admission au séjour des victimes étrangères de la prostitution, sur l'abrogation du délit de racolage, jugé utile aux forces de l'ordre par certains et maintenu par le Sénat en première lecture, et de très fortes divergences ont existé sur la pénalisation des clients. Un débat législatif clos qui ne résout pas tous les problèmes. Une approche libérale fondée sur la vision néerlandaise d'autodétermination a structuré l'opinion contre certaines dispositions de la loi. Ainsi, au motif d'une plus grande vulnérabilité des personnes prostituées, d'une précarisation accrue et de la crainte de représailles des clients, des mouvements, menés notamment par Médecins du Monde, ont combattu fortement la pénalisation du client, souvent dans les mêmes termes qu'ils attaquaient le délit de racolage passif en 2003. 5 ans plus tard, ces mêmes arguments restent courants dans les associations, comme dans certains services des forces de l'ordre. En Loire-Atlantique, c'est mon département, en 2020, une déléguée aux droits des femmes rappelait que la police continue de mettre en doute le bien-fondé de cette verbalisation. L'un des présupposés justement décrits par Guy Geoffroy et Daniel Bousquet concernait la prétendue utilité sociale de la prostitution, au motif qu'elle remplirait un service. L'exemple de l'assistance sexuelle pour les personnes lourdement handicapées était décrit déjà, et les questions éthiques soulevées invitaient les rapporteurs à ne pas tolérer d'exception législative au proxénétisme au profit de l'assistance sexuelle. Cette approche est désormais questionnée par la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui s'est déclarée favorable à l'accompagnement de la vie sexuelle des personnes handicapées par des assistants. Cette approche doit nous alerter en ce qu'elle risque de rouvrir des débats déjà entretenus sous le prisme d'une approche misérabiliste qui n'est que la résultante de la place que nous accordons aux personnes en situation de handicap dans la société d'une part et de la conception de besoin vital du plaisir masculin qui sous-tend depuis bien longtemps la justification de la marchandisation du corps des femmes. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais vous dire en point d'histoire. Merci, cher Michel Meunier, rapporteur sur ce texte. J'ai aimé le quasi-consensus. C'était un terme assez élégant pour quand même cacher de grandes difficultés à avancer sur ce sujet à l'époque. Il a fallu beaucoup de courage à la rapporteure quand même pour faire avancer ce texte et faire voter ce texte. Je cède tout de suite la parole également à Madame la rapporteure, Maud Olivier à l'époque et co-auteure de cette proposition. À vous, Madame.
Merci Madame la Présidente. Merci Michel. Tu as déjà dit beaucoup de choses, mais simplement le fait de rappeler qu'il y a quand même fallu plus de 5 ans de travail parlementaire qui ont été nécessaires pour que la loi soit promulguée me semble important. Donc effectivement, c'est en décembre 2011 qu'une résolution avait été votée à l'unanimité des groupes politiques à l'Assemblée nationale à la suite du rapport de Daniel Bousquet et Guy Geoffroy. En 2012, la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale s'est saisie de cette question et après un an d'audition a présenté en septembre 2013 un nouveau rapport avec 40 recommandations. Une commission spéciale transpartisane a alors été constituée et à l'issue de son travail, une PPL a été déposée et votée à l'Assemblée nationale en décembre 2013. Alors c'est là qu'ont commencé les vraies batailles, en interne des assemblées et en externe, avec une presse et des lobbies proxénètes vent debout sur un aspect particulier du texte, la responsabilisation des clients. Jusqu'à présent, le sort des personnes prostituées ne les émouvait pas beaucoup, mais tout à coup, il fallait défendre la liberté sexuelle, celle des clients, bien sûr. 3 ans, 9 codes législatifs modifiés et de nombreux décrets d'application plus tard, les dispositions du texte sont déployées et les politiques publiques concernées évoluent, lentement, mais elles évoluent. Quelques chiffres quand même. Il faut savoir qu'il y a environ 30 à 40 000 personnes prostituées en France, 400 000 en Allemagne, pays réglementariste. L'âge d'entrée moyen dans la prostitution est de 14 ans. Il y a on comptabilise environ 10 000 mineurs. 85% des personnes prostituées sont des femmes, 90% étrangères, victimes de la traite. Et bien sûr, 99% des clients sont des hommes. Le 6 avril 2016, donc la loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel a été votée avec ces 4 piliers. Le premier pilier concernait la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Nos lois contre le proxénétisme ont sans doute protégé notre pays contre l'installation des réseaux de traite, mais la prostitution de rue a laissé place à la mise en relation par Internet ou par le téléphone. Et installés à l'étranger, dans des pays où ce type d'acte est légal, les proxénètes organisent les réseaux de prostitution sur notre sol. La loi prévoit maintenant que les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs de sites doivent désormais participer à la lutte contre la diffusion de contenus proposant des offres de services sexuels tarifés. Le pilier numéro 2 concerne la dépénalisation et le renforcement des droits des personnes prostituées et d'accompagner celles qui souhaitent sortir de la prostitution. L'un des enjeux majeurs de ce texte était bien donc de donner des perspectives crédibles d'insertion aux personnes prostituées et réduire la demande de prostitution, allait mécaniquement réduire leurs ressources. Et dans le contexte actuel de pandémie, on voit à quel point leurs demandes sont criantes. La loi donc a supprimé le délit de racolage, Michel Meunier l'a dit, qui était incohérent avec la position française abolitionniste qui considère les personnes prostituées victimes de violences et a donc créé un parcours de sortie de prostitution. Dans chaque département, une instance présidée par le préfet est chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution. L'engagement dans le parcours de sortie ouvre des droits, la perception d'une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, des places en centre d'hébergement et pour les personnes étrangères, l'accès à une autorisation provisoire de séjour de 6 mois permettant de travailler, autorisation de séjour renouvelable pendant toute la durée du parcours de sortie. Enfin, exercer des violences à l'encontre d'une personne se livrant à la prostitution est désormais un motif d'aggravation des peines. Le troisième pilier de la loi, c'est de renforcer l'éducation à la sexualité et à la prévention. La loi inscrit la lutte contre la marchandisation des corps parmi les thématiques relevant de l'éducation à la sexualité, ainsi qu'une information et une éducation égalitaire à l'estime de soi et de l'autre et au respect du corps, pour que soit affirmé que la sexualité ne peut que se concevoir que libre, gratuite et consentie. Le quatrième pilier, qui a fait couler le plus d'encre, est de responsabiliser les clients et d'interdire l'achat d'actes sexuels. Depuis 2002, le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables était déjà un délit.
Sanctionner l'acte de recours à la prostitution, c'est se placer dans la continuité des législations qui ont criminalisé le viol et fait du harcèlement sexuel une infraction correctionnelle. L'objectif étant toujours de soustraire la sexualité à la violence et à la domination masculine. La loi du 13 avril crée donc une infraction de recours à la prostitution, punie d'une inscription au casier judiciaire et de 1 500 € d'amende. En cas de récidive, l'infraction constitue un délit, puni d'une peine d'amende de 3 750 €. Nous avons également créé une peine complémentaire sous la forme d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. L'interdiction d'achat d'un acte sexuel est à ce jour la mesure la plus efficace pour réduire la prostitution et dissuader les réseaux de traite et de proxénétisme de s'implanter sur notre territoire. Enfin, c'est la solution la plus protectrice pour les personnes qui resteront dans la prostitution. En inversant le rapport de force avec le client, elle leur permet de dénoncer les violences ou les risques sanitaires qu'ils peuvent leur imposer. Alors, un florilège des objections que nous avons le plus souvent entendues, et qui continuent d'ailleurs, la prostitution serait une réponse à la misère sexuelle. Or, 2/3 des clients vivent ou ont vécu en couple. Une réponse aux pulsions irrépressibles. On a très longtemps accepté l'idée que le corps des femmes appartenait aux hommes et que leur désir exigeait un assouvissement immédiat, voire le viol, que seule la femme serait responsable du désir qu'elle suscite. Or, la vie en société impose des règles et nous sommes des êtres de raison et de contrôle. La prostitution ferait diminuer le nombre de viols. Bien sûr, c'est faux, puisqu'on sait que les viols sont à 80% commis par l'entourage de la victime, 34% au sein du couple et 63% des victimes de viols sont des mineurs. En fait, la prostitution contribue à diffuser l'idée que le corps des femmes peut être à disposition à tout moment, en payant ou en violant. Elles le veulent bien. Comment nous faire croire que subir des relations sexuelles tarifées sous la contrainte économique ou par la violence relève du consentement, du libre choix, surtout quand on sait que l'âge d'entrée dans la prostitution est de 14 ans. On sait qu'elles le font pour des raisons économiques, jamais pour le plaisir. Elles le veulent bien, non, elles le font pour survivre et souvent pour nourrir leurs enfants. Il existe un discours visant à camoufler la réalité de l'exploitation sexuelle, comme de parler de travailleurs du sexe et faire accepter que le sexe des femmes soit un produit marchand. C'est un subterfuge pour donner une fonction sociale valorisante et reconnue aux personnes prostituées, effaçant ainsi toutes les violences inhérentes au système prostitutionnel. Non, ce n'est pas un travail comme un autre, c'est un terme de propagande inventé et utilisé par les profiteurs de l'industrie du sexe qui entraînerait, si on acceptait ce terme, la légalisation du proxénétisme. Quant aux supposées violences supplémentaires que la loi permettrait, il n'y a pas d'autre violence que celle inhérente à la pratique de la prostitution elle-même. Ce sont les agressions sexuelles, physiques et psychologiques qui accompagnent souvent la prostitution et la répétition fréquente d'actes sexuels non désirés qui portent atteinte à l'intégrité du corps des personnes prostituées. Des femmes disent cependant que c'est leur choix, soit, mais elles ne sont pas représentatives de près de 90% des victimes de la traite des êtres humains ou des proxénètes. Et quand bien même une seule personne prostituée revendiquerait ce choix, au nom de quoi notre société déciderait de ne pas protéger toutes les autres. Je le disais, la presse a joué un rôle très négatif au début, jusqu'à ce que certains journaux ou éditorialistes la défendent. Ainsi, l'un d'entre eux a dit « Elle fait valoir une vision, un projet pour notre société, et une fois adoptée, il paraît inconcevable de revenir en arrière, tant elle est en adéquation avec son temps. » Des opposants ont fait beaucoup de lobbying, Michel Meunier l'a rappelé tout à l'heure, en passant par des associations nationales dont la mission est pourtant d'accompagner les plus vulnérables. Leur motivation reste floue, puisque les personnes prostituées sont les plus vulnérables des précaires. Ainsi, en novembre 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC, d'une question prioritaire de constitutionnalité, par ces associations. Mais après examen, il a réaffirmé le bien-fondé de la loi pour lutter contre le profit des proxénètes, la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et l'asservissement de l'être humain. Et il l'a déclaré conforme à notre Constitution.
Alors nous avons été soutenus, chacune à notre place, les députés, les sénateurs et sénatrices convaincus, les ministres. Nous avons beaucoup discuté, expliqué sans relâche. Nous étions réunis dans le cycle Abolition 2012 par des associations féministes et des associations de jeunes, par des prises de position de médecins, de responsables politiques. Et bien sûr, nous avons été soutenus par le gouvernement de l'époque. Plusieurs ministres, femmes surtout, ont été à la manœuvre pour inscrire la loi à l'agenda politique. Et c'est sous le mandat de Laurence Rossignol, alors ministre, que la loi a été votée. Depuis, un sondage d'Ipsos en février 2019 montre que pour 78% de nos concitoyens, cette loi est une bonne chose, que 79% pensent qu'il ne devrait pas être possible d'avoir accès au corps et à la sexualité d'autrui, et surtout 85% jugent important, voire urgent d'agir. Je ne suis pas certaine que nous ayons eu la même réponse à ces questions si elles avaient été posées il y a quelques années. La Norvège, le Canada, Israël, l'Islande, la Finlande ont eux aussi choisi le modèle abolitionniste, et d'autres pays d'Europe et du monde sont prêts à s'engager dans ce combat. Mais ils attendent de voir comment évolue notre société française, comment elle accepte ce changement de mentalité, comment nos politiques publiques répondent à cette perspective d'un monde sans prostitution. Alors à nous, à vous, de les convaincre. Merci. Merci beaucoup, Madame la co-auteure et rapporteure. C'était extrêmement intéressant de vous avoir ce matin, toutes les deux, à la fois cette vision du Sénat, mais également cette vision depuis l'Assemblée nationale et dans un contexte qui était, vous l'avez rappelé, assez difficile. Je crois que nous avons aussi Laurence Rossignol qui est connectée et qui interviendra aussi tout à l'heure, puisqu'elle a joué un rôle très important à ce moment-là dans les difficultés pour mener à bien ce projet. Donc on va poursuivre la table ronde avec nos invités qui sont en présentiel sur ma gauche. Je leur souhaite la bienvenue également et également pour intervenir sur et présenter le rapport sur la mission inter-inspection de décembre 2019. Donc ce sera une présentation à 3 voix. D'abord une présentation visio et ensuite une présentation en présentiel avec à la fois Amélie Puccinelli qui vient nous présenter tout de suite son rapport puisqu'elle devra nous quitter à 9h30 et ensuite on enchaînera avec Pierre Loulergue, représentant de l'IGAS, et Madame Catherine Gay, magistrate, qui sont avec nous. Merci à vous. Puccinelli. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les députés et sénateurs. C'est un vrai plaisir de venir vous présenter aujourd'hui quelques constats que nous avons tirés de notre rapport interinspection IGA, IGAS et IGJ de décembre 2019 et qui est disponible en ligne. Alors, je vais vous présenter quelques éléments dans un bref, ce sera très bref, donc évidemment, vous pouvez vous rapporter au rapport pour plus d'éléments de bilan, mais je vais vous présenter quelques éléments de bilan sur le premier pilier de la loi, la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Et puis, je vous présenterai également le bilan avec mon collègue Pierre Loulergue, le bilan du deuxième pilier sur la prise en charge des personnes victimes de prostitution. Alors, un premier élément de constat qui est nécessaire pour apprécier toutes les évolutions que nous allons décrire, c'est le fait que le phénomène de la prostitution en France a connu au cours des dernières années des évolutions de fond qui sont très importantes. Première évolution, la prostitution de rue a diminué et s'est parfois déportée vers des zones périphériques, tandis que la prostitution en intérieur a augmenté. Un indicateur parmi d'autres, la part des victimes identifiées par la police opérant sur la voie publique est passée de 54% en 2016 à 38% en 2018. Et donc la mise en relation entre les clients et les personnes qui se prostituent se fait désormais majoritairement par Internet. C'était une évolution qui avait déjà été constatée avant même l'évolution de la loi et que nous avons également constatée lors de la mission. Alors, en l'absence de données statistiques très fiables antérieures à l'adoption de la loi, faute d'avoir mis en place au moment de l'adoption de la loi des outils d'évaluation du phénomène, nous n'avons pas pu trancher sur la part de ces évolutions imputables au changement législatif et sur celles imputables à des tendances structurelles. En tout cas, ce sont des évolutions qui évidemment conditionnent l'application de certaines mesures de la loi.
Deuxième série d'observations sur le bilan que l'on peut faire du pilier sur la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Puisqu'une part majoritaire de la prostitution passe désormais par Internet, la loi du 13 avril 2016 visait à renforcer la lutte contre le proxénétisme en étendant au proxénétisme le dispositif de signalement de contenu illicite sur Internet. C'est un dispositif qui passe principalement par la plateforme Pharos, plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements. Le constat que nous avons fait, c'est que c'est un dispositif qui est encore trop peu mobilisé. En 2018, moins de 200 signalements sur des contenus de proxénétisme sur Internet avaient été faits sur la plateforme Pharos, alors que cette plateforme avait reçu 163 000 signalements. Voilà, 200 signalements sur 163 000, on voit qu'il y a un axe d'amélioration important, et le site de la plateforme ne mentionnait pas et ne mentionne toujours pas la possibilité de signaler des contenus illicites ayant trait au proxénétisme ou la traite des êtres humains. Et pour nous, il faut qu'il soit actualisé pour la mission, il doit être actualisé pour en faire mention. Puisque ces signalements sur la plateforme Pharos sont très insuffisants pour le repérage, il est important que les services de police et de gendarmerie soit renforcés en matière de cyberproxénétisme pour faire des veilles, pour faire des maraudes en ligne qui sont très chronophages, mais qui sont importantes pour pouvoir repérer les annonces de ce type qui sont vraiment légion. On a pu le constater pendant la mission, il y en a vraiment beaucoup en ligne et donc ça nous paraît extrêmement important que les services soient renforcés sur ce point. Une autre évolution qui a été introduite par la loi a consisté dans l'abrogation du délit de racolage pour reconnaître les personnes prostituées comme des victimes et la création d'une nouvelle infraction d'achat d'actes sexuels. Lors de l'adoption de la loi, certains services d'enquête craignaient de perdre un outil de lutte contre le proxénétisme en arguant du fait que le placement en garde à vue pour le délit de racolage permettait d'interroger la personne prostituée sur le réseau. Le constat que nous avons fait avec la mission, c'est que cela n'a pas nui à l'efficacité de la lutte contre le proxénétisme. On a même eu un renforcement de la mobilisation des services puisque le nombre d'enquêtes pénales menées en France sur ces sujets a augmenté de 54% en 4 ans, entre 2016 et 2019. Dans le même temps, on a constaté une convergence de la jurisprudence des tribunaux correctionnels vers davantage de sévérité en matière de lutte contre le proxénétisme et la traite aux fins d'exploitation sexuelle. Voilà, donc une abolition du délit de racolage qui n'a pas nui à l'efficacité des services et une mobilisation accrue des services. Toutefois, l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels, qui était l'autre pendant créé par la loi, est peu constatée à ce jour. En 2018, moins de 2000 personnes ont été mises en cause pour cette infraction. Et ces personnes étaient concentrées sur un petit nombre de territoires, puisque Paris concentre la moitié des procédures. Alors, toutefois, c'est quand même un nombre qui est supérieur à l'infraction de racolage qui avait été constatée dans les années précédentes de l'adoption de la loi, mais il y a sans doute un effort à faire pour constater cette infraction sur tout le territoire français et pas simplement sur un petit nombre de territoires. Et puis, une des peines possibles pour l'infraction d'achat d'actes de services sexuels est le fait d'infliger un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de tels services. Ces stages sont encore peu développés, avec 100 à 300 peines par an. Seuls 6% des tribunaux ont développé de tels stages et donc la mission recommandait de développer ces stages sur tout le territoire et d'assurer une harmonisation de ces stages. Enfin, la loi avait prévu un dispositif de protection spéciale pour les victimes de traite ou de proxénétisme en danger sur le territoire français. Elle n'a pas encore été utilisée, donc nous n'avons pas pu faire de bilan de son application. Voilà, brossé à quelques grands traits, les évolutions constatées en matière de lutte contre le proxénétisme. J'en viens maintenant au deuxième pilier de la loi, sur l'amélioration de la prise en charge des personnes victimes de prostitution. La loi a créé un parcours de sortie de la prostitution et puis une commission départementale de lutte contre la prostitution chargée d'organiser, de coordonner l'action en faveur des victimes. Nous avons constaté que les mesures de la loi sur ce pilier ont été déployées progressivement, mais de façon hétérogène sur le territoire.
à la mise en place des commissions de lutte contre la prostitution, a été déployée, mais elle n'est pas encore achevée. Elle n'était en tout cas pas encore achevée en décembre 2019, puisqu'un quart des départements étaient dépourvus d'une telle commission. Les préfets et les associations qui participent à ces commissions, dans les départements qui les ont mis en place, portent un regard positif sur ce dispositif qui permet de mettre en réseau les acteurs, qui permet d'élaborer parfois des orientations stratégiques, par exemple de mettre en place dans un département des groupes de travail sur la question de la prostitution des mineurs, mais certaines commissions sont beaucoup moins actives. Un tiers notamment des commissions n'ont pas commencé à examiner des parcours de sortie de la prostitution et nous avons fait des propositions pour rendre ce dispositif plus souple. Les parcours de sortie de la prostitution, enfin, ne concernent qu'un nombre limité de personnes au regard du public potentiel. Environ 230 personnes en bénéficiaient fin juin 2019. Et donc, les personnes accompagnées en parcours de sortie de la prostitution constituent une faible proportion des personnes accompagnées par les associations. Et il nous paraît important qu'on puisse renforcer l'aide disponible pour les personnes qui souhaiteraient sortir de la prostitution, mais ne sont pas forcément concernées par les parcours de sortie, par exemple parce qu'elles ne sont pas de nationalité étrangère et relèvent plutôt du droit commun. Et donc, nous avons puisse être créé un fonds d'action sociale pour ces personnes. Alors, pourquoi un faible nombre de personnes en parcours de sortie de la prostitution ? Déjà parce que c'est un dispositif qui s'applique principalement pour des personnes d'origine étrangère qui ne sont pas éligibles au droit commun. Nous avons constaté un taux de refus non négligeable, près d'un cinquième des dossiers présentés, souvent parce que les personnes ne possèdent pas de documents d'identité ou parce qu'il y a des doutes sur une éventuelle participation à des faits de proxénétisme. Et donc, ça explique ce taux de refus non négligeable. Mais également parce qu'il y a une importante hétérogénéité entre des départements, des critères d'entrée dans un parcours de sortie de la prostitution, notamment au regard du droit au séjour des bénéficiaires. Il y a des critères différenciés. Certaines préfectures, par exemple, n'accordent pas le bénéfice du parcours pour des personnes qui sont sous le fait d'une obligation de quitter le territoire français ou qui sont ce qu'on appelle des dublinés. Et donc, pour nous, il y a vraiment un enjeu majeur à ce que ces critères soient précisés, soient harmonisés au niveau national, que ce soit le critère de l'admission au droit au séjour ou d'autres critères comme celui de l'insertion professionnelle qui est demandé ou de l'arrêt de la prostitution. Et donc, ces parcours de sortie de la prostitution et l'organisation des commissions départementales et chronophages sollicitent beaucoup les délégations départementales aux droits des femmes et nous recommandons que certaines puissent être renforcées, surtout dans les gros départements, qu'on renforce leurs moyens pour appliquer ce dispositif. Et donc, je passe maintenant la parole à mon collègue Pierre Loulergue sur l'accompagnement social et sanitaire des personnes en sortie de la prostitution. Et je m'excuse, je vous prie de bien vouloir m'excuser de devoir m'éclipser d'ici 5 minutes. Merci beaucoup à vous, madame. À vous, monsieur. Merci, madame la présidente. Alors, voilà, pour continuer sur les parcours de sortie, c'est extrêmement important tout ce qu'a dit Amélie. C'est un énorme travail. Il y a de la bonne volonté dans beaucoup de commissions, et on sent que les choses se mettent en place. Alors, on peut regretter que ça soit pas plus rapide, mais enfin, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Ce qui nous a frappé, c'est que c'est tellement de temps et il y a tellement de risques de refus des parcours que certaines associations qui présentent des dossiers nous ont avoué présenter les dossiers les plus à même d'être acceptés. C'est-à-dire qu'on va faire sortir de la prostitution les gens qui sont déjà quasiment sortis ou les plus proches de la sortie. Et les gens qui sont très loin de la sortie, de l'accès aux droits, vont se retrouver encore plus en situation de vulnérabilité et d'isolement. Donc il y a une harmonisation qui est vraiment fondamentale dans ces commissions. Et puis évidemment, la sortie de prostitution, elle est compliquée pour plusieurs raisons qui sont assez évidentes, mais qui concrètement bloquent un certain nombre de situations. On a pu en discuter avec les personnes concernées. C'est que comme elles sont obligées d'arrêter leur activité pour bénéficier du parcours, elles se retrouvent sans ressources et souvent rapidement sans hébergement, puisque l'hébergement est souvent partagé et sert souvent à la prostitution. Donc il y a une difficulté énorme
d'hébergement de ces personnes. Il y a des associations sur le terrain qui y travaillent, mais évidemment l'hébergement de manière générale, et notamment pour ces personnes vulnérables, une situation extrêmement difficile actuellement, mais pour autant, on a vu des belles initiatives dans certains endroits, et il y a des gens qu'on arrive à reloger de manière séparée de leur ancien logement pour pouvoir envisager un projet d'insertion. L'AFIS, donc l'aide qui est octroyée pour cette sortie, nous a semblé tout à fait insuffisante. C'est 330 €. Évidemment, quand on le met en face des gains qui sont des gains de la prostitution, de l'activité prostitutionnelle de ces personnes, ça n'a rien à voir. Donc on se retrouve avec une difficulté d'hébergement, une difficulté financière, mais qui est très concrète, qui suit vraiment le début du parcours, et des gens qui se retrouvent assez démunis et tentés de reprendre cette activité pour ces raisons-là, et qui peuvent se faire recapter bien évidemment par les réseaux de prostitution très facilement pour ces mêmes raisons. Donc il y a un soutien financier, il y a un soutien en termes d'hébergement qui est à faire et qui est particulièrement important, et un soutien aux associations qui s'en occupent sur le terrain. En plus de cet aspect social, pour dire un mot sur l'aspect sanitaire, on a été frappé de voir qu'on manquait vraiment cruellement de données sur la question. Les dernières données françaises indépendantes sur la situation sanitaire des personnes prostituées datent de 2011. Donc bien évidemment, ces données ont besoin d'être actualisées, puisque la sociologie n'est pas la même, les risques sanitaires ont aussi bougé. Et il faut évidemment assurer un suivi de ces données épidémiologiques pour qu'on puisse se rendre compte concrètement de ce que ça implique. Alors évidemment, quand on pense prostitution, on pense au risque d'infection sexuellement transmissible. Il y a souvent une assez bonne connaissance de ces risques par les personnes prostituées elles-mêmes. Mais on a été assez frappé de voir qu'il y avait de plus en plus de négociations sur le non-port du préservatif par les clients, qui est un phénomène assez récent, puisque de l'avis des personnes prostituées elles-mêmes, le client disant aujourd'hui que c'est lui qui prend le risque, si j'ose dire, eh bien, il est en position de négociation pour cela. Donc le risque d'infection sexuellement transmissible aujourd'hui est relativement contrôlé, mais avec ce phénomène un phénomène plus général de relâchement des comportements de prévention chez les gens plus jeunes, qui est un phénomène qui touche toute la société, on peut être à juste titre un peu inquiet. Bien évidemment, il n'y a pas que cet aspect infectiologique. Il y a aussi énormément de conséquences sur le plan urogynécologique, sur le plan psychologique, bien évidemment. Les violences, qu'elles soient physiques, mais aussi psychologiques, des clients, des autres personnes prostituées, de l'environnement, globalement, des proxénètes, bien évidemment. C'est un environnement globalement hostile et globalement violent. Oui, sur le plan physique, mais aussi beaucoup, c'est ce qui nous a frappé sur le plan psychologique. Et c'est extrêmement lourd, et finalement, envisager une sortie et un projet d'insertion dans ces conditions-là est d'autant plus difficile. Donc, on a fait des recommandations sur l'aspect sanitaire. Il faut finalement identifier ces situations. Le système de santé traite bien quand on lui apporte les personnes, mais il faut aller... Je fais vite. Non, je plaisante. Oui, non, le système de santé est adapté à la prise en charge, mais encore faut-il que ces personnes aillent jusqu'au système de santé. Et là, il y a une coopération à faire entre divers types d'associations, celles qui prennent en charge le parcours de sortie, celles qui prennent en charge les risques sanitaires qui sont souvent pas les mêmes, et vous le savez, ça a été dit, souvent opposés dans leur position par rapport à cette loi. Mais c'est pas une raison, parce que sur le terrain, on voit des coopérations qui sont fructueuses, puisque chacun a sa spécialisation en quelque sorte.
En tout cas, pour le système de santé, il faut que ces personnes soient identifiées et qu'on puisse amener le soin jusqu'à la personne et pas la personne jusque dans le système de soins parce qu'elle n'ira pas. Beaucoup n'iront pas pour plein de raisons. Alors que si on amène l'hôpital ou plus généralement le soin vers ces personnes, ça peut fonctionner. Donc il faut des personnels, il faut qu'ils soient formés et sensibilisés en tout cas, parce que dans le système de santé, les personnes prostituées, c'est difficile à voir, c'est difficile à percevoir, souvent les gens ne le disent pas. Donc il y a des risques particuliers qui ne sont pas toujours mis en évidence. Et puis il faut du temps dédié, surtout puisque si c'est de l'aller vers, il faut bien qu'il y ait du temps médical, du temps paramédical pour aller vers ces personnes en mobilité et les prendre en charge. Voilà. Et je finirai sur le soutien aux associations qui me paraît parfaitement plus que nécessaire, indispensable si on veut que ça fonctionne. Ce sont les associations qui sont sur le terrain, encore une fois qu'elles soient pour ou contre cette loi. Et le soutien d'ailleurs financier à ces associations, le soutien même plus global politique à ces associations ne doit pas être fait en fonction de leur position par rapport à la loi, mais en fonction du travail effectivement réalisé sur le terrain et des coopérations qui peuvent être mises en place. Et je vais donner la parole à Catherine pour la fin. Merci Monsieur Loulergue. Donc la présentation était à 3 voix donc pour ce rapport de mission et donc c'est à Madame la magistrate Catherine Gay que je cède la parole bien volontiers. Merci à vous Monsieur. Merci beaucoup Madame la Présidente. Bon, je partage le plaisir exprimé par Amélie Puccinelli de participer à cette table ronde. Alors, je vais évoquer plus particulièrement la question des réseaux sociaux et de la prostitution des mineurs. Alors, comme ça a été dit, nous sommes heurtés à une absence de statistiques quantitatives fiables s'agissant du phénomène prostitutionnel, malgré des rapports qui préconisaient l'évaluation de la prostitution depuis 2011. Il y a eu le rapport Geoffroy, il y a eu un rapport de l'IGAS en 2012, il y a eu un rapport et des déclarations de M. Toubon quelque temps après. Les statistiques policières ou judiciaires dont nous disposons reflètent l'activité des services de police et de gendarmerie, mais elles sont loin de refléter l'ampleur de la prostitution sur notre territoire. Les informations et les évolutions plus générales relèvent donc des sondages, d'analyses, des rapports des associations spécialisées, mais quelle que soit leur qualité, certaines, ces données restent indicatives et ne sont pas aujourd'hui stabilisées. Selon une étude Procost en 2015, le nombre des personnes prostituées en France était évalué à 37 000. C'était une moyenne entre une fourchette basse de 30 000 et une fourchette haute de 44 000 personnes. Ça a été dit, on constate aujourd'hui un déclin de la prostitution sur la voie publique. Sur la voie publique, les victimes prostituées sont souvent d'origine étrangère et dans une prostitution qui est structurée par des réseaux, exploités souvent par des compatriotes. Selon l'Octroi, qui est représenté aujourd'hui, donc je ne vais pas trop m'étendre, et Amélie a donné quelques chiffres, la part des victimes identifiées sur la voie publique aurait fortement diminué en 3 ans. En 2016, c'était à 54% et en 2018, à 38%. Parallèlement, on note une nette progression de l'utilisation des réseaux sociaux qui, sur cette période, passe de 34 à 49%. Une étude Psytel de mai 2015 mentionnait déjà que 62% de la prostitution passait par Internet. En 2018, sur les 69 réseaux démantelés par les services de police et de gendarmerie, 33 concernaient une prostitution dite logée. Entre 2015 et 2018, les condamnations prononcées en France pour proxénétisme aggravé avec mise en contact par un réseau de communication
étaient, s'agissant d'une victime majeure, 2015 73, 2016 43, 2017 51, 2018 72. S'agissant d'une victime mineure, les chiffres étaient de 2 en 2015, de 3 en 2016, de 3 en 2017 et de 1 en 2018. À eux seuls, ces chiffres attestent, nous semble-t-il, du décalage qu'il peut y avoir entre les statistiques et les poursuites et l'ampleur du phénomène prostitutionnel. Ce constat doit impérativement contraindre les pouvoirs publics à renforcer les moyens des services de police et de gendarmerie pour lutter contre le proxénétisme et la traite via notamment les réseaux sociaux et Internet. Nous avons donc préconisé, évidemment, ça a déjà été dit, un accroissement des moyens humains et numériques, notamment. Toutes les investigations, en effet, convergent pour affirmer que l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes d'annonces en ligne, associée à la généralisation des nouvelles technologies, les tablettes, les ordi, les téléphones, etc., tout ce qui est connecté, facilite le phénomène prostitutionnel. De même, le téléphone portable est un outil d'emprise extraordinaire puisqu'il assure une disponibilité ininterrompue des victimes et une relation à distance permanente entre le recruteur, le proxénète et le client. Cela est particulièrement vrai s'agissant de la prostitution des mineurs qui sont parfois, qui ont souvent leur téléphone, tout le monde connaît l'utilisation de leur portable par les mineurs, et les mineurs qui se retrouvent parfois bien peu armés pour se préserver des effets pervers de ce monde virtuel, ce qui accroît leur vulnérabilité. Les réseaux sociaux que nous connaissons, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok maintenant, favorisent le repérage et le recrutement d'adolescents en vue de leur exploitation via la publication d'annonces sur des plateformes d'échange et des sites dédiés à l'escorting. Ces réseaux facilitent la mise en relation avec des clients par des messageries instantanées de groupe ou la diffusion d'images ou de vidéos intimes. Or, les textes qui incriminent le proxénétisme et la jurisprudence actuelle ne permettent pas d'assimiler ces comportements prostitutionnels virtuels à de la prostitution en l'absence de relations physiques avec le client. La loi, en effet, ne donne pas de définition de la prostitution. Question, doit-elle le faire ? La Cour de cassation a défini la prostitution comme le fait de se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, pour satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Cette définition ne paraît pas plus adaptée à l'évolution des pratiques prostitutionnelles et au développement des nouvelles technologies. Nous avons posé la question d'une définition, pas les seuls, il y a des associations qui l'ont fait, une définition légale, la question d'une définition légale de la prostitution, faisant apparaître toute forme de marchandisation du corps et d'exploitation sexuelle, pourrait peut-être être envisagée. En tout cas, il y a un débat là-dessus. Ça permettrait de faciliter l'information peut-être sur la réalité de la prostitution, de banaliser toutes les attitudes prostitutionnelles, notamment s'agissant pour les jeunes, et puis de faciliter le travail des professionnels. Les dispositifs de signalement des sites facilitent le proxénétisme et la traite des êtres humains apparaissent aujourd'hui peu efficaces. Alors sur ce point, la mission a noté que la rédaction initiale de l'article 1er de la loi du 13 avril permettait à l'autorité administrative de demander aux fournisseurs d'accès de bloquer l'accès aux sites utilisés par les réseaux de prostitution, et cette rédaction initiale n'a pas été retenue. La rédaction finale se contente d'exiger des sites qu'ils mettent en place un dispositif de signalement de contenu illicite, sur lequel on peut qui paraît perfectible.
Il existe, Amélie en a parlé, 2 dispositifs pour les internautes et les citoyens en France, 2 dispositifs principaux de signalement de contenu en ligne illicite, la plateforme Pharos qui existe depuis 2009 et la plateforme Point de Contact qu'on a quand même aussi nous identifié. Mais il nous semble que ces dispositifs en ligne de signalement des contenus en ligne illicites ne sont pas assez connus du public, ni des associations qui pourtant pourraient être susceptibles de transmettre des informations exploitables. Et ces dispositifs sont prioritairement alimentés par les services d'enquête. Bon, après, on le comprend parce qu'il y a aussi une question de moyens. Bon, voilà. La mission a donc préconisé le renforcement des partenariats des directions et des services dédiés à la lutte contre le cyberproxénétisme avec les sites hébergeurs de forums ou de petites annonces pour signaler les contenus illicites liés au proxénétisme et à la traite des êtres humains. Elle souligne que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 13 avril 2016 et du comité de suivi du 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes, un groupe de travail pluridisciplinaire chargé d'identifier les moyens de lutter contre le cyberproxénétisme devait être créé, que ce groupe de travail n'a pas vu le jour et la mission avait donc préconisé son installation et le lancement d'une mission dédiée à cette problématique là. La mission a souligné le rôle majeur joué par les associations dans la prévention et l'accompagnement des personnes qui se prostituent, y compris sur Internet. Les associations ont développé des maraudes, ont développé une présence éducative sur le net. Néanmoins, il convient que les dotations qui leur sont allouées prennent en compte ce nouveau mode d'accompagnement des victimes qui est particulièrement chronophage, mais très efficace et complémentaire de ce qui peut se faire par ailleurs. L'évocation de cette prostitution par les réseaux sociaux et Internet nous conduit naturellement à évoquer la prostitution inquiétante des mineurs. La loi du 13 avril 2016 a bien sûr vocation à s'appliquer à toutes les victimes, qu'elles soient mineures comme majeures. Néanmoins, elle ne réfère expressément à la prostitution des mineurs que par le biais des articles 18 et 19 et de l'article 22. Les articles 18 et 19 sont relatifs aux actions d'information dans les établissements scolaires consacrés aux réalités de la prostitution, aux dangers d'une marchandisation du corps et à la promotion des relations égalitaires entre les femmes et les hommes. Tout est dit. L'article 22 de la loi énumère dans les bilans attendus de cette loi celui de l'évolution de la situation et du repérage et de la prise en charge des mineurs et des étudiants se livrant à la prostitution. La prostitution des mineurs en France, elle n'est pas nouvelle. Une loi du 11 avril 1908 était déjà venue l'encadrer à une période, à une époque où elle était perçue comme grandissante. La prostitution des mineurs, elle est l'interdiction de la prostitution des mineurs est consacrée par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, dont l'article 13 dispose que la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République et que tout mineur qui se prostitue est réputé en danger et relève de la protection et de l'assistance éducative. Cette interdiction n'a pas éteint le phénomène, loin de là, et la mission a pu constater que ce principe était parfois, même un peu trop souvent pour nous, ignoré du grand public, voire de certains professionnels. Il existe un écart très important entre les statistiques sur la prostitution des mineurs issues des services de police et des procédures judiciaires, qui sont relatives à des affaires traitées et terminées, bien évidemment, et les estimations faites par les associations. Les associations spécialisées évaluent, à partir de leurs maraudes et de leurs accueils, la proportion de mineurs dans leur file active à 25 ou 30%, soit
de 6 000 à 10 000 mineurs en situation de prostitution. La mission n'a pas été en mesure d'objectiver ce chiffre. Néanmoins, vous avez compris pourquoi, puisqu'on n'a pas de statistiques d'évaluation plus fiables. En 2017, l'OCTRE comptabilisait 129 victimes d'exploitation sexuelle et 147 en 2018. Et la proportion des victimes mineures augmente d'année en année, puisque 10,6% en 2016, elle représente, de 10,6% en 2016, elle représente 15% du total des victimes en 2018. À la même époque, les magistrats en charge des cours d'appel de Paris évaluaient à au minimum 130, au maximum 260, le nombre des mineurs victimes d'exploitation sexuelle sur leur ressort, et ceux de Marseille à 250. Vous voyez là que le total de ces chiffres sur 2 villes dépasse très largement, à eux seuls, les chiffres de l'OCTRE. Et par ailleurs, ces chiffres ne reflètent que la partie visible et donc partielle du phénomène, puisque dans ces chiffres, on ne prend pas en compte les mineurs en situation d'errance, d'isolement, ceux qui sont cachés derrière les réseaux sociaux et ni ceux qui sont suivis dans le cadre de la prévention ou de la protection administrative. Donc l'augmentation inquiétante et non maîtrisée de la prostitution des mineurs justifie d'en renforcer l'évaluation et de prioriser les actions destinées à la prévenir. Selon la mission, et bon, on s'était pas trop peut-être trompé, la nomination récente du secrétaire d'État à la protection de l'enfance pouvait permettre d'inscrire cette problématique dans le champ interministériel de la protection de l'enfance qui paraissait devoir être le sien. Et la présence de Madame la procureure générale Catherine Champ-Renaud à cette table ronde atteste du chemin parcouru. La prostitution des mineurs, elle est protéiforme et elle s'exerce dans des lieux différents, la rue, aux abords des gares, via les réseaux sociaux, les sites d'annonces, parfois aux alentours des établissements de la protection de l'enfance, voire au sein des établissements de la protection de l'enfance. L'activité s'exerce dans des lieux très différents, hôtels, bars, boîtes de nuit, appartements, parfois établissements scolaires. Les adolescents qui se prostituent sont principalement et majoritairement des filles de nationalité française, exception faite s'agissant des MENA, mais je ne développerai pas ce point. Si le phénomène de proxénétisme dit de cité est en voie de progression, il est dépassé. Les mineurs ou les jeunes majeurs qui sont en danger de prostitution ne sont plus tous issus des quartiers défavorisés des banlieues, dans des grandes agglomérations. Il y a une diffusion, enfin voilà, c'est bien au-delà de cela. Les victimes sont âgées de 14 à 23 ans et des attitudes prostitutionnelles précoces sont signalées dans les établissements scolaires dès la 5e, donc 12-13 ans. Les proxénètes ont entre 17 et 25 ans. Ils sont souvent connus des services d'enquête, notamment pour des affaires de trafic de stupéfiants. Ils sont souvent issus des mêmes territoires que leurs victimes. Et on observe une grande mobilité dans ces réseaux, des échanges de victimes entre réseaux. On observe une similitude entre les réseaux de trafic de stupéfiants et ceux de l'exploitation sexuelle. Les mineurs victimes de prostitution sont majoritairement décrits comme fragilisés, très fragilisés psychologiquement, par un parcours de vie émaillé de violence, en quête d'affection, de reconnaissance, de valorisation. Elles sont souvent déscolarisées, souvent fugueuses et souvent sans encadrement familial suffisant. Certaines, en errance, recourent à une prostitution de subsistance occasionnelle, échangeant des prestations sexuelles contre un logement, de la nourriture et parfois de la drogue. La précarité économique et la facilité apparente de se procurer très vite de l'argent pour satisfaire des besoins de consommation parfois dispendieux expliquent aussi ce glissement vers la prostitution.
Les phénomènes de l'overboys, de michetonnage, décrits depuis plusieurs années, sont aujourd'hui des stratégies de recrutement largement répandues, de victimes très vulnérables, facilement sous emprise psychologique ou affective, facilement appâtées par l'intérêt qui leur est porté ou les cadeaux qui leur sont faits, avant d'être soumises à des violences, voire des séquestrations. De même, on a souvent entendu parler du consentement revendiqué par la victime elle-même ou de son attachement affiché pour son agresseur. Ces constats sont déplorés et sont faits par les professionnels d'enquête et les professionnels de la protection de l'enfance qui se déclarent impuissants face à un tel positionnement pour diligenter des procédures et protéger les victimes. Là se pose la question de la formation des professionnels et de la prise en compte de la qualité de victime dans ces procédures, de la nature aussi de ces procédures. Est-ce que on s'oriente vers des enquêtes de traite ou victimes de violences simplement, et des droits qui peuvent être attachés à ces victimes mineures de prostitution ou de traite. La prise en charge des mineurs en danger de prostitution. Alors, je vais plutôt parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure que de tout ce qui se fait de bien, mais on est là pour avancer. Alors, le juge des enfants est généralement toujours saisi parce que la protection administrative s'avère insuffisante au regard de la gravité du danger, du profil des mineurs et souvent de leur opposition aux mesures de protection. Il convient de souligner l'importance des rôles des CRIP, les cellules de recueil des informations préoccupantes, qui est une instance départementale fondamentale, créée par la loi de 2007, interface avec tous les services départementaux, les juridictions, l'éducation nationale, les réseaux associatifs de santé. Le fonctionnement en transversalité partenariale est tout à fait important et fondamental dans le traitement de cette problématique. Comme Amélie l'a fait remarquer tout à l'heure, s'agissant des sites Pharos, nous avions remarqué que les items prostitution ou risque de prostitution ne figuraient pas sur les fiches renseignées par les CRIP. De la même façon, c'était la même chose sur le site le 119. Voilà. Donc nous avions fait une recommandation d'harmoniser les critères d'identification des situations de danger encourues par les mineurs entre toutes les CRIP, qu'elles aient toutes les mêmes critères, et le 119, pour que... voilà. Il convient de souligner l'importance de la transmission par les départements de toutes les données anonymisées à l'ODPE, aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance ou à l'Office national de protection de l'enfance, afin de pouvoir suivre l'évolution de l'enfance en danger et d'ajuster la politique de la protection de l'enfance. Il faut souligner l'efficacité du partenariat entre les représentants des services de l'aide sociale à l'enfance et l'autorité judiciaire, les protocoles tels que ceux qui ont été initiés par le parquet général de Paris, le parquet général d'Aix-en-Provence et dans certains tribunaux, pour destiner à harmoniser et à faciliter la prise en charge des mineurs et des majeurs en danger de prostitution, devraient être développés dans tous les départements confrontés à une problématique prostitutionnelle importante. Il faut souligner l'inexistence en France d'établissements spécialisés dans la prise en charge des mineurs en danger de prostitution. Tous les professionnels le déplorent. Les mineurs donc en danger de prostitution sont orientés vers des dispositifs de droit commun de la protection de l'enfance, dont les limites sont unanimement soulignées. Pourquoi ? Nombre de places insuffisantes dans les établissements, absence de formation des personnels qu'ils déplorent eux-mêmes, hein, c'est pas, voilà, et de pluridisciplinarité dans les équipes éducatives, notamment dans la prise en charge de l'état psychique et physique de ces mineurs. Or, la spécialisation et la pluridisciplinarité des équipes éducatives conditionnent la réussite d'une prise en charge qui s'avère
extrêmement complexes. On note une insuffisance des structures d'accueil éloignées qui devraient permettre de soustraire les victimes à l'emprise de leur réseau et de leur assurer une protection. Sur ce point, il nous était apparu que les dispositifs de type accès ou du dispositif d'accueil coordonné, expérimenté à Paris et coordonné par la MIPROF depuis 2016 pour les victimes de traite, pourraient être dupliqués en faveur pour les victimes mineures de toute forme d'exploitation sexuelle et pas forcément réservés uniquement aux situations de traite. De la même façon, le pilotage d'un réseau d'un dispositif d'hébergement nous paraissait pouvoir être envisagé pour diversifier les modes d'accueil, collectifs éclatés, individualisés, familles d'accueil, et offrir des séjours de rupture. Enfin, une attention particulière nous paraissait, comme c'est fait dans certains territoires et ça marche bien, être portée à l'évaluation des situations de fugue qui sont très fréquentes chez les mineurs en danger de prostitution. Et les protocoles de gestion de fugue qui ont été déployés dans certains territoires entre les services de police, les services de l'autorité judiciaire et les services de protection de l'enfance doivent être encouragés. Alors, s'agissant de la prostitution étudiante, c'est une réalité qui n'est pas suffisamment repérée ni évaluée. Je pense que je ne vais pas vous étonner. La DGCIP évaluait à partir d'éléments fournis par l'Amicale du Nid et les chefs de services universitaires de médecine préventive le pourcentage de la population étudiante reconnaissant avoir procédé à des actes sexuels en échange d'argent, de biens ou d'avantages divers à 3% à peu près. 3%. Et en 2019, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur était de 2,7 millions. Donc 3% de 2,7 millions. Alors ces chiffres rejoignent, je vais vite, une étude de l'Observatoire, il y a peu d'études sur cette problématique, une étude de l'Observatoire de la vie étudiante de 2016 qui évaluait à 1,9% les étudiants qui avaient été confrontés, qui avaient été en situation prostitutionnelle, souvent pour sortir d'une situation financière difficile ou améliorer le quotidien. J'ouvre une parenthèse sur la période de crise sanitaire que nous connaissons et la précarisation des publics jeunes et des risques accrus pour eux. Et en 2019, un nouveau diagnostic réalisé par l'Université de Grenoble en relation avec l'Amicale du Nid et la DDCS évaluait une évolution de la prostitution des mineurs par rapport au même diagnostic réalisé 3 ans plus tôt. On passait de 4 à 7%. Donc, si aujourd'hui, cette problématique n'apparaît pas particulièrement prioritaire en termes de risque, on note quand même, surtout sur le terrain, dans les universités, une volonté de sensibilisation des professionnels et des étudiants, une mobilisation des CROUS, des services universitaires de santé et des associations étudiantes qui développent des actions de sensibilisation et des campagnes d'information. La réalité, donc, s'agissant de la prostitution étudiante, nous préconisions une évaluation de sa réalité, puisqu'on sait qu'elle existe, une évaluation qui serait pilotée par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et qui serait un préalable nécessaire pour prévenir ce phénomène et garantir aux étudiants des conditions de vie et de santé adaptées à la réussite de leurs études. Je vais bientôt conclure. Je dirais pour conclure que 50% des personnes qui se prostituent auraient été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Il faut bien qu'on ait ça en tête. En 2017, 23 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles, dont 13 000 enfants de moins de 13 ans. Ce constat et les difficultés que nous avons énoncées et développées relatives à la prise en charge des mineurs en danger de prostitution doivent contraindre les pouvoirs publics
à développer la prévention le plus tôt possible, voire l'aide à la parentalité. La formation des enseignants, des professionnels de la protection de l'enfance, des services d'enquête et des magistrats est la pierre angulaire. Elle doit être renforcée. Elle existe, il y a plein de choses qui se font, mais elle doit être renforcée et développée. Aujourd'hui, les associations spécialisées ne peuvent pas, à elles seules, couvrir l'intégralité des besoins de formation. Alors, il faut vraiment renforcer considérablement leurs moyens. Tous les professionnels et les experts rencontrés ont souligné l'importance de la formation des enseignants et des personnels des services sociaux et de santé scolaire pour mettre en place une politique de prévention et assurer la protection des élèves. La formation des personnels de l'éducation nationale est un préalable nécessaire aux actions de prévention. L'article 18 de la loi du 13 avril 2016 ne semble avoir eu pour l'instant qu'une portée limitée et aucune circulaire relative à la mise en œuvre, de cet article 18 et cette politique de formation n'a été diffusée. Ce constat illustre l'absence de portage politique dont a souffert la mise en œuvre de cette loi, dont l'ambition première, pourtant, était d'élever la lutte contre le système prostitutionnel au rang d'une véritable politique interministérielle. La dynamique enclenchée après l'adoption de la loi s'est rapidement essoufflée. La continuité du comité de suivi de la mise en œuvre de cette loi, qui devait regrouper les ministères et les acteurs du secteur associatif en vue de préparer des décrets et des circulaires. Cette commission, qui a été réunie dès le 14 juin par la ministre de l'Enfance, des Familles et des Droits des Femmes, n'a pas été assurée. Aucune communication gouvernementale n'a été déployée en direction du grand public. Donc voilà, les femmes victimes de prostitution et les mineurs en danger de prostitution, alors ça n'engage que moi, on dirait, étaient un peu oubliées alors même que la lutte contre les violences faites aux femmes s'est renforcée. Merci beaucoup pour cette très belle présentation à 3 voix et assez précise et qui dresse un tableau assez éloquent de la situation actuelle et de l'aggravation de la situation malgré une loi qui était utile et importante. Je vais immédiatement donner la parole à Madame Elvire Arrigui, qui est commissaire de police, chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains à la direction centrale de la police judiciaire, pour nous présenter le bilan de l'application de la loi vu du côté du ministère de l'Intérieur. À vous, madame. Merci, madame la présidente. Mesdames les sénatrices, mesdames, messieurs, créé en 1958, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, que l'on appelle OCRET, appartient à la direction centrale de la police judiciaire, dont le cœur de métier est la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme. Mon service dispose d'une compétence nationale. Il se concentre sur la traite des êtres humains à vocation sexuelle et sa mission est double. Tout d'abord, une mission opérationnelle, qui est celle de mener des enquêtes complexes et élaborées, d'ampleur nationale ou internationale, afin de démanteler des réseaux de traite des êtres humains de grande envergure, à l'aide de techniques spéciales d'enquête, telles que la géolocalisation, la pose de balises, les enquêtes sous pseudonyme et d'autres. D'autre part, une mission stratégique qui est celle de concentrer pour le ministère de l'Intérieur l'intégralité des données sur la thématique de la traite à vocation sexuelle et du proxénétisme. Ce sont ces données que vous avez les uns et les autres utilisées. J'ai la chance d'avoir pu les actualiser et d'avoir notamment les données de 2020. Je crois que celles qui ont été citées s'arrêtaient en 2018. Les tendances que vous avez évoquées simplement se confirment, s'accélèrent à vitesse grand V. J'y reviendrai. Cela donne à mon office une vision d'ensemble du phénomène, de son évolution, et nous permet de détecter de nouvelles tendances et d'en aviser les services territoriaux afin que les méthodes d'enquête s'adaptent à ces changements parfois extrêmement rapides.
C'est grâce à cette double mission, l'une purement opérationnelle, l'autre stratégique, qu'il m'est permis aujourd'hui de vous donner un bilan non seulement documenté et chiffré, mais également concret, nourri d'éléments issus du terrain de l'application de la loi d'avril 2016. Alors, je précise que, vu le temps qui m'est imparti, j'ai beaucoup coupé mon propos, et notamment tout ce qui est évoqué sur la prostitution des mineurs est également extrêmement documenté par l'OCRED. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui, je parle de la loi en général. Et si ce sujet me paraît absolument essentiel, et Madame Champrenault sait que notre investissement dans ce groupe de travail, j'ai une autre préoccupation qui est aussi celle qu'il n'occulte pas la persistance des réseaux étrangers extrêmement structurés, extrêmement organisés et plongeant de nombreuses femmes dans une misère absolue, et ce phénomène persiste. J'articulerai mon propos autour de 4 éléments principaux de la loi qui ont eu un impact sur l'activité quotidienne des forces de l'ordre dans leur lutte contre le système prostitutionnel. Alors tout d'abord, la pénalisation de l'achat d'actes sexuels ou pénalisation du client. C'est une mission qui est accomplie par les services de police et de gendarmerie du quotidien, qui travaillent sur la voie publique principalement, et qui est donc tout à fait dépendante de la politique de sécurité publique locale. Ce qui fait que nous avons des chiffres extrêmement variés. Si dans vos questions vous souhaitez qu'on rentre dans les détails par région, par exemple, je pourrais le faire, mais du nombre de verbalisations d'individus dits clients d'actes sexuels. Donc le nombre de verbalisations d'individus ayant sollicité ou accepté des relations sexuelles avec une personne se livrant à la prostitution s'est avéré stable de 2017 à 2020. Sur cette période, on estime à une moyenne de 1300 individus qui ont été verbalisés par an. Dans ces circonstances, l'article 132-11 du Code pénal prévoit une contravention, comme ça a été dit, de 1 500 € et 3 750 € en cas de récidive. On constate fort logiquement une chute significative du nombre de personnes verbalisées en 2020. C'est évidemment lié à la pandémie de la Covid-19. Donc une chute de 45% de ces verbalisations en 2020. Cette chute n'est cependant pas inquiétante en termes de mobilisation policière dans le domaine, puisqu'en 2021, les verbalisations sont reparties à la hausse, avec un mois de mars record depuis la création de cette infraction par la loi de 2016, à savoir 178 verbalisations pour le seul mois de mars. Au-delà de ces chiffres qui permettent d'objectiver l'application de la loi de 2016, il convient de souligner que cette pénalisation est un levier pour les enquêteurs dans le domaine du proxénétisme ou de la traite. Il est en effet plus facile, quand c'est nécessaire, d'entrer en contact avec l'auteur de cette infraction et de recueillir son témoignage étayé, permettant de mettre au jour des éléments d'enquête, comme un numéro de téléphone du proxénète, le tarif exigé, les conditions de la prestation sexuelle, et de mieux confondre les auteurs du réseau de proxénétisme. En revanche, cette pénalisation a pu avoir un effet négatif sur le mode opératoire des réseaux qui exploitent les victimes. Les acheteurs, les consommateurs d'actes sexuels, ne souhaitant pas être verbalisés, les malfaiteurs se sont adaptés à cette demande et leur proposent une mise en relation avec la victime prostituée, soit en ligne, soit par téléphone. L'acte sexuel a ensuite lieu en hôtel ou en appartement, c'est ce qu'on appelle la prostitution logée dans notre jargon, rendant la verbalisation bien plus difficile à mettre en œuvre, tant et si bien que l'effet recherché par la loi, à savoir la baisse de la consommation d'actes sexuels tarifés, n'a sans doute pas été atteint, mais qu'on assiste plutôt à un déplacement des victimes prostituées ou trafiquées de l'espace public vers l'espace numérique et l'espace privé. Bien entendu, la loi n'est pas la seule responsable de cette tendance, ça va de soi. Le deuxième point de la loi qui a fortement impacté l'activité des services de police et de gendarmerie, c'est la suppression du délit de racolage. Elle est prévue par l'article 15 de la loi d'avril 2016. La suppression du délit de racolage est bien entendu le corollaire de la pénalisation du client et vient consacrer le changement total de paradigme, en droit comme en fait, concernant la perception française du phénomène prostitutionnel. La prostituée est désormais une victime en toutes circonstances. Et elle est victime à double titre. Elle est victime de son éventuel proxénète d'une part, mais elle est également victime du client et du consommateur.
Elle ne peut en aucun cas, et quelle que soit son éventuelle attitude proactive, être mise en cause par un service de police. Il est intéressant de prendre conscience qu'il s'agit là, pour les services enquêteurs traitant de la question du proxénétisme, d'une sorte de révolution copernicienne. Si le précédent système est encore ancré dans le discours de certains enquêteurs à l'ancienne, et vous le rappeliez tout à l'heure, madame, on sent toutefois que le changement culturel se fait et s'intègre en profondeur petit à petit. Il convient toutefois de souligner que les policiers se voient en conséquence techniquement privés depuis 2016, et ça a été rappelé, d'un outil qui est l'audition dans le cadre d'une garde à vue d'une personne se livrant à la prostitution. Ça n'est évidemment plus possible. Dès lors, seule une audition sous la forme de témoignage, de déposition de victime est envisageable, ne permettant pas à l'enquêteur de contraindre la victime à rester si elle souhaite partir. Il se trouve que ces auditions sont particulièrement précieuses pour donner des éléments de preuve permettant de confondre les mises en cause et les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire les membres des réseaux de traite et de proxénétisme, et garantir leur condamnation. Or, les enquêteurs, on a parlé du soi-disant consentement ou de l'emprise qu'il pouvait y avoir sur les victimes. Les enquêteurs constatent quotidiennement que les victimes sont souvent sous l'emprise de leur proxénète, se disant ou se croyant consentantes à la prostitution, et elles acceptent peu de témoigner dans le cadre d'une simple audition de victime. Ça c'est un constat extrêmement partagé, et ça n'est pas parce qu'on fait plus d'enquêtes et qu'on est plus proactif que nos témoignages sont de meilleure qualité. Je pense que ces chiffres ne sont pas parlants sur ce sujet. Donc, ces victimes cherchent souvent à réduire au strict minimum le temps de l'audition afin de pouvoir s'en aller au plus vite, ce qui peut évidemment gêner l'enquête. Il convient toutefois de tempérer l'impact négatif de l'impossibilité de procéder à une audition dans le cadre d'une garde à vue. En effet, et c'est le troisième point de la loi qui change vraiment nos manières de travailler, les nouveaux droits accordés aux victimes par la loi de 2016, et notamment le droit au séjour, si elles portent plainte ou si elles témoignent dans le cadre d'une enquête de proxénétisme ou de traite, constituent un levier important pour l'enquêteur, qui doit pouvoir s'en servir pour créer des relations de confiance avec la victime, lui permettant de la protéger et de recueillir des éléments d'audition intéressants. Donc, suite à la loi de 2016, l'OCRED s'est attaché à créer un procès-verbal type d'audition de victimes de traite ou de proxénétisme qui prévoit que l'enquêteur, avant d'entendre la victime sur le fond de l'affaire et de recueillir son témoignage, lui notifie l'ensemble de ses droits et l'invite à les exercer. Parmi ces droits figurent notamment, si la victime accepte de témoigner ou de porter plainte, la possibilité d'obtenir une carte de séjour vie privée, vie familiale, permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Il est également proposé à la victime de rencontrer une association spécialisée qui peut la mettre à l'abri à l'issue de l'audition et l'assister dans ses démarches de sortie du parcours prostitutionnel. Ce nouveau procès-verbal a été diffusé à l'ensemble des services territoriaux de la police judiciaire et il est prévu de l'intégrer au logiciel de rédaction des procédures de la police nationale afin d'être accessible à tout policier de terrain. Bien évidemment, l'exercice de ces droits suppose une articulation fine entre les associations qui prennent le relais à l'issue de l'audition et les services enquêteurs. Apprendre à agir de concert n'est pas forcément simple, nos cultures de travail et nos approches étant nécessairement différentes et pourtant bien complémentaires. Des partenariats de qualité se construisent. C'est ainsi que début mars, par exemple, début mars 2021, à l'occasion du démantèlement par mon office d'un réseau international de traite et à l'occasion donc de l'interpellation d'une quinzaine d'individus dans 4 pays différents, mon office a pu mobiliser, grâce à l'association ALC dont vous parliez tout à l'heure, le dispositif national d'accueil et de protection des victimes de traite. Une quarantaine de victimes libérées momentanément du joug de leur proxénète, réparties sur l'ensemble du territoire national, se sont ainsi vues offrir la possibilité d'être mises en relation avec une association spécialisée. Si toutes n'ont pas accepté, une petite dizaine toutefois ont saisi cette opportunité. Ces partenariats de terrain, construits sur la base d'une confiance mutuelle, se solidifient et s'affinent au fil des retours d'expérience.
Pour vous donner un exemple assez parlant, suite à cette opération d'envergure de mars 2021, a été évoquée la plus-value que pourrait apporter une association à intervenir en amont de l'audition, plutôt que de prendre le relais à l'issue, afin de mettre la victime plus en confiance pour témoigner d'une part, et de multiplier les chances qu'elle accepte effectivement l'aide de l'association pour une sortie du parcours prostitutionnel d'autre part. Toutefois, et ça va être là le cœur de mon propos, pour que ces droits puissent être effectivement notifiés, pour que ces droits puissent être effectivement exercés, il convient avant toute chose de passer par le basique, c'est-à-dire de trouver les victimes, c'est-à-dire de les identifier et d'avoir accès à elles. Or, c'est évidemment là que réside aujourd'hui le défi majeur de l'accompagnement des victimes du système prostitutionnel. La prostitution se fait aujourd'hui, et les chiffres de mon office sont donc actualisés en 2020, là je vous parle de 2020, la prostitution se fait aujourd'hui à plus de 90% en hôtel ou en appartement. Alors évidemment, vous l'avez tous souligné, ce sont les statistiques policières, donc c'est le reflet de notre activité dans nos procédures. C'est imparfait, ce n'est pas une image sociétale de l'ampleur du phénomène qui est certainement beaucoup plus gros numériquement que ce qu'on perçoit nous. Néanmoins, les tendances, les pourcentages doivent peu ou prou correspondre à la réalité. Et donc au moment où la loi a été adoptée, on était, vous l'évoquiez tout à l'heure, à 53-54% de la prostitution qui se faisait sur la voie publique. On a vu ce pourcentage diminuer au fil des ans pour atteindre aujourd'hui seulement 9%. Évidemment, le Covid a accéléré cette tendance qui était déjà enclenchée. Cela rend l'accès aux victimes et leur protection bien plus complexe car leur activité est rendue quasiment invisible. Je souligne d'ailleurs que cette tendance à la prostitution via Internet, et donc la prostitution logée, concerne bien sûr les mineurs, vous l'avez évoqué, mais il ne concerne pas du tout exclusivement les mineurs. C'est un phénomène qui touche tous les réseaux, et notamment notre actualité, ce sont les réseaux d'Amérique du Sud qui fonctionnent quasiment exclusivement de cette manière-là, en exploitant un grand nombre de victimes. Les associations et services sociaux sont en difficulté, leur maraude sur la voie publique ne s'adressant qu'à une petite partie émergée de l'iceberg de la prostitution, qui a une forte tendance à l'ubérisation. C'est ainsi que toutes les étapes de la prostitution sont dématérialisées et dissimulées. D'abord, le recrutement des victimes, qui se fait par le biais de réseaux sociaux. Ensuite, la publication des annonces à l'attention des clients, qui est souvent faite par les proxénètes eux-mêmes sur des sites spécialisés. Ensuite, la mise en relation entre le client et la victime et la prise de rendez-vous, qui se fait donc souvent par SMS. Le proxénète se chargeant en réalité du standard de la victime, c'est là qu'on voit l'organisation, on a parfois 40 lignes qui sont gérées par un seul groupe de proxénètes. Le client croyant alors à tort échanger avec la prostituée qu'il souhaite rencontrer. La location de chambres d'hôtel ou d'appartements de courte durée se fait également par l'intermédiaire de plateformes sur Internet. Et enfin, ça a été évoqué, le contrôle de la victime, qui se fait aussi par l'intermédiaire de l'échange de messages réguliers avec le proxénète, qui assoit ainsi son emprise. Tant et si bien que nos enquêtes sont aujourd'hui complètement révolutionnées et elles doivent être doubles. Précédemment, nos enquêtes pouvaient se contenter d'identifier les auteurs afin de pouvoir les interpeller et ainsi avoir un accès direct à leurs victimes. Aujourd'hui, il est essentiel pour les enquêteurs de procéder à des actes poussés, tels que l'enquête sous pseudonyme sur Internet, afin d'identifier et localiser les victimes des réseaux de traite, qui se cachent derrière des pseudonymes sur des annonces Internet et ne répondent pas elles-mêmes aux numéros de téléphone associés. Ce qui rend aussi même les maraudes sur Internet des associations parfois extrêmement difficiles, voire inefficaces. Je précise ici d'ailleurs que nous nous heurtons à une difficulté d'enquête importante avec les plateformes de location de logements de courte durée, qui, se cachant derrière le droit du pays de leur siège, répondent peu ou pas à nos réquisitions, ne permettant pas la localisation des victimes de manière aisée. Sans ce travail d'enquête, il devient difficile, voire impossible, de protéger ces victimes qui passent en dessous de tous les radars, sauf de ceux d'une enquête fouillée et minutieuse. Le partenariat entre les associations et la police n'en est que plus indispensable, la police donnant accès aux associations, par son enquête, aux victimes invisibles du système prostitutionnel.
Mon dernier point, ce sera le plus court de la loi. C'est la possibilité élargie qu'a donnée la loi concernant la saisie et la confiscation des biens des auteurs de proxénétisme. En effet, les enquêteurs ont la possibilité de saisir, en lien avec le magistrat qui dirige l'enquête, l'ensemble des biens appartenant aux mises en cause de proxénétisme ou de traite, en vue de leur confiscation éventuelle lors du jugement in fine. Les saisies ne se limitent donc pas aux moyens ou aux produits de l'infraction. On parle dans notre jargon de confiscation totale, ce qui est absolument essentiel pour un contentieux où l'appât du gain est le moteur principal des malfaiteurs. Le proxénétisme et la traite des êtres humains sont en effet des trafics particulièrement juteux, nécessitant, contrairement à d'autres types d'infractions, peu ou pas d'investissement initial. Priver les malfaiteurs de leurs biens, c'est-à-dire taper au portefeuille, s'avère particulièrement dissuasif et efficace. La loi de 2016 a élargi cette possibilité de confiscation aux biens dont le proxénète ne serait pas titulaire ou propriétaire en titre, mais dont il disposerait librement. Les différents services enquêteurs ont pris l'habitude d'utiliser au quotidien cette puissante arme juridique, notamment pour la saisie des immeubles. Ainsi, les chiffres des saisies des avoirs criminels dans le domaine de la traite et du proxénétisme en France de ces dernières années sont éloquents. En 2017, ce sont 5 900 000 € qui étaient saisis dans ce domaine par les services enquêteurs. En 2019, ce sont plus de 10 millions et je ne dispose là, pour le coup, pas encore des chiffres complets pour l'année 2020. Une difficulté est à souligner toutefois, nos enquêtes financières et patrimoniales montrent que l'argent issu du marché de la prostitution est souvent réacheminé vers le pays d'origine des réseaux de prostitution où il est évidemment réinvesti.